Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire Simplicure. Donc aujourd'hui, on propose un webinaire avec le laboratoire Parinat. C'est le second webinaire qu'on propose avec ce laboratoire. Et on a la chance d'être à nouveau accompagné de Claudia Vigier et donc de Quentin Houlier aujourd'hui. Merci à vous deux d'être avec nous. Merci à toi, Euh, bonjour à tous et bonjour à toi. Claudia va essayer d'activer sa caméra pour revenir avec nous dans un instant. En attendant, je vais rapidement parler de la plateforme Livestorm pour vous expliquer comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on parlera de post-biotique et du cas particulier du SIBO sur la fin de la présentation. Et donc, pour le fonctionnement de Livestorm, vous êtes en train de nous envoyer des messages dans le chat. Donc, à tout moment, en effet, vous pouvez communiquer avec nous via le chat. Si par contre, vous avez des questions plus concernant la présentation, vous êtes invité bien sûr à les poser tout au long du webinaire, mais posez-les dans la rubrique questions qui sera prévue à cet usage. Et ça sera beaucoup plus simple pour nous pour y revenir à la fin. On garde bien 15 minutes pour répondre à toutes vos questions à la fin du webinaire. Et dans cette rubrique questions, vous pourrez également notamment voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Et on commencera par ces questions à la fin. Donc, je vais pouvoir laisser la parole à Quentin qui va peut-être pouvoir se présenter et puis Claudia nous rejoindra par la suite. Merci Solène et bonjour à tous et merci de nous avoir invités, on est super content d'être là. Donc moi je suis Quentin Houlier, je suis président de Parinat, je suis ingénieur et spécialisé en micronutrition. Et on va présenter avec Claudia Vigier, qui est notre directrice des relations thérapeutes, c'est elle qui s'occupe et qui chapeaute un peu toutes nos relations de thérapeutes et elle est health-practiqueur et naturopathe. Donc on a tenu à faire un webinaire sur les postbiotiques, qui sont les alliés du microbiote et de la santé. C'est un sujet qui est à la fois nouveau et ancien, parce que nous, on travaille avec des postbiotiques depuis plus de 25 ans, et, globalement, ils sont utilisés depuis plus d'un siècle. Mais c'est un terme assez nouveau et qu'on voit de plus en plus dans la littérature et la recherche. Donc, on va faire une première partie qui est un peu plus théorique et étude sur qu'est-ce que les postbiotiques et qu'est-ce qu'ils apportent en termes d'avantages et comment ils se positionnent par rapport aux autres outils autour du microbiote. Et une seconde partie sur un cas particulier, donc la pulvérisation bactérienne de l'intestin grêle, le SIBO, que présentera Claudia, puisque c'est un très bon exemple d'utilisation des postbiotiques. Salut Claudia, on te voit. Salut, bon, ben ça va. Je vais pas flouter le fond, mais tant pis. Vous êtes dans ma cuisine. Donc, Parinat, laboratoire français, et on est proche des thérapeutes, j'en parlais, donc Claudia s'occupe des relations avec les thérapeutes depuis plus de 25 ans. On travaille quasiment exclusivement avec des thérapeutes, que ce soit des professionnels de santé ou des professionnels de soins. On a une fabrication française, on est très attaché à la qualité des produits et des process de fabrication. On le reverra sur les postbiotiques, c'est très important, sur la sélection des souches, sur la manière dont on fabrique nos produits. On a les certifications, on a toute une gamme bio notamment, et les labels qui garantissent l'absence d'oxydation des oméga 3 par exemple. Et on est la référence des postbiotiques, c'est-à-dire qu'on travaille avec depuis le début, en fait, c'est un peu le cœur de notre société, on s'est construit autour des postbiotiques, et c'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui. Au niveau de notre positionnement, on est très terrain. Ça a été cofondé par un pharmacien, un naturopathe. On a toujours eu cet angle très nature et très terrain. La plupart de nos produits sont conçus comme ça, plutôt pour donner les éléments à l'organisme de se reconstruire et de guérir. Et c'est le positionnement des postbiotiques. Donc, une première partie sur qu'est-ce qu'un postbiotique. Et tout d'abord, je fais un très rapide rappel sur les microbiotes, qui est un peu central sur à quoi sert un postbiotique. Donc, les dernières décennies de recherche ont montré une importance très importante du microbiote, et notamment digestif, à la fois au niveau purement digestif, mais aussi dans la santé en général, parce que 70% des cellules immunitaires environ sont digestives. Ce microbiote, il est très important, et on sait maintenant qu'il est principalement fondé et modulé autour de la gestation et de la naissance. Il commence, maintenant on sait, un peu en prénatal. Forcément, la préconception intervient aussi, notamment par la modulation du microbiote de la mère. Et ensuite, il est transmis lors de la naissance. Donc, on voit l'impact du mode de naissance. Et ensuite, il se module pendant les premières années de vie avec tous les impacts qu'on a de l'allaitement, des facteurs environnementaux, que ce soit antibiotiques, exposition à des microbes.
On sait aujourd'hui que ça va conduire à un microbiote qui est relativement fixé au bout des premières années de vie et qui ensuite va évoluer plutôt dans ses proportions au sein d'un cadre qui est défini, qui est en fait un terrain individuel du microbiote. On a chacun un microbiote différent. On sait qu'on a environ 200 espèces de microbes différents et qu'il est à 50% différent d'une autre personne. Donc on a chacun notre empreinte, c'est très important de le comprendre, et il est défini dans les premières années de vie. Et ça aura un rôle important dans la fonction immunitaire et à long terme, ça crée notre terrain individuel et durable. Donc, comment est-ce que derrière on influe sur le microbiote? À plus long terme, on sait qu'on aura des actions, notamment avec l'alimentation. L'apport en fibres est très important, notamment pour le développement de certains types de bactéries dont on sait qu'elles ont un effet bénéfique sur la santé. Seront forcément perturbées aussi par des médicaments. On sait que tout ça évolue. Et il y a des produits sur le marché qui permettent de rétablir ou qu'interviennent sur le microbiote pour avoir des effets bénéfiques sur la santé. On pense en premier lieu aux probiotiques, qui sont des germes vivants ou revivifiables, l'objectif étant d'apporter d'autres bactéries vivantes au sein du microbiote. Et aujourd'hui, on sait que ça crée une sorte de flore de substitution qui va amener un bénéfice, puisqu'on apporte des bactéries potentiellement bénéfiques pour le microbiote. Il y a les prébiotiques qu'on apporte, donc je parlais beaucoup par l'alimentation, c'est là tout l'intérêt d'avoir une alimentation qu'apporte des prébiotiques et qui est diversifiée, mais on peut aussi l'amener en complément par des substrats et des plantes qui favorisent la croissance de certains germes. C'est principalement des fibres, et aujourd'hui dans la définition de prébiotiques, on a aussi les polyphénols, pour lesquels on sait qu'ils impliquent le développement de certaines bactéries bénéfiques, et les oméga 3 par exemple, tout ce qui est acides gras polyinsaturés, qui ont un effet bénéfique sur le microbiote aussi. Il y a les symbiotiques qui sont un mélange des deux, et aujourd'hui on a les postbiotiques, et c'est ça dont on veut parler aujourd'hui, qui sont en fait une véritable troisième voie. Ça touche un peu aux probiotiques parce qu'on sait que c'est des bactéries. Ça touche un peu aux prébiotiques parce qu'en les mettant en culture, on sait qu'on va créer des éléments qui vont favoriser le développement de bactéries. Mais c'est vraiment une voie à part. Et je vous expliquais derrière quels sont les mécanismes d'action et du coup, quand est-ce qu'on a intérêt à utiliser les postbiotiques. Donc, c'est un terme qui a été défini récemment, ça doit faire 2 ans, par l'ISAP, qui est l'association scientifique internationale qui définit les pré- et probiotiques. C'est une préparation de micro-organismes inanimés et de leurs composants, conférant un bénéfice pour la santé de l'hôte. Donc, concrètement, c'est des cellules microbiennes inanimées ou des fragments de celles-ci. C'est-à-dire qu'il faut, comme pour un probiotique, il faut généralement une bactérie, ou ça peut être aussi une levure, mais qui a été inanimée, généralement par la chaleur, c'est-à-dire qu'elle n'est plus vivante et qu'elle ne sera plus vivante. C'est ça la grosse différence avec un probiotique. Et qu'on l'amène avec ses métabolites ou sans ses métabolites synthétisés par les bactéries. Mais on verra derrière qu'on a souvent une part du mécanisme d'action qui est liée aux métabolites directement, qui viennent de la fermentation. Donc concrètement, on prend un microbe, on le met en culture, on le chauffe pour qu'il n'y ait plus rien de vivant et on l'apporte. Et donc par rapport à un probiotique, on n'a pas de germes vivants. Par rapport à un prébiotique, c'est pas directement un prébiotique, mais peut y avoir potentiellement dedans des éléments prébiotiques. Il y a donc dans la publication fondatrice de l'ISAP, il résume les 5 mécanismes d'action synergique reconnus pour les postbiotiques sur différentes souches. Il y a un premier qui est justement un effet prébiotique. On en parlait. On sait que dans la mise en culture des microbes, ils vont produire des éléments, notamment là sur le schéma, alors c'est écrit un petit, mais il parle des acides gras chaîne courte. On va amener des éléments comme ça qui vont nourrir le microbiote, et on sait que c'est une des voies de modulation du microbiote qui vont permettre de le rétablir et de lutter contre des phénomènes inflammatoires. Le deuxième élément, c'est le renforcement des muqueuses digestives, et notamment de la fonction barrière. Ça, on verra le détail derrière, notamment avec un des postbiotiques qu'on utilise chez Parinat, mais on sait que la manière dont on inanime les bactéries, ça leur fait garder leurs protéines de surface, notamment, et potentiellement, c'est ce qui va protéger les muqueuses. On n'a pas forcément besoin que les bactéries soient vivantes pour avoir cet effet barrière et protéger les muqueuses qui leur donne des propriétés de restauration des entérocytes
et de réduction de l'hyperperméabilité intestinale. La troisième voie, c'est la modulation de la réponse immunitaire. Et c'est en lien avec ce qu'on disait juste avant, c'est les protéines de surface. En fait, même si une bactérie a été inanimée par la chaleur, ça reste un message immunitaire puisque, et c'est pour ça qu'il faut bien choisir les souches, elles amènent quand même un message avec une stimulation potentiellement immunitaire, ou en tout cas une modulation qui va améliorer la réponse immunitaire comme on le connaît sur certains probiotiques, mais avec des bactéries qui ont été stabilisées. Voit ce message qui crée au niveau local, donc au niveau digestif, les bactéries sont reconnues et ne sont pas reconnues comme mortes, hein. Malgré qu'elles soient pas vivantes, ça envoie ce message. Et aussi au niveau systémique, notamment, et là les voies qui présentent, c'est par la production d'acides gras qui passent dans la circulation. Quatrième point, c'est la modulation des réponses métaboliques systémiques. Alors là, c'est des voies un peu différentes. Il cite notamment la BSH sur la bile, parce qu'on sait qu'en mettant en culture les bactéries, elles vont aussi produire des enzymes, et on va apporter directement les enzymes produites par les bactéries. La BSH, ça va être une enzyme de déconjugation de la bile, déconjugaison de la bile, et donc ça va favoriser la production de bile, on va avoir plus de bile, donc c'est des effets plutôt métaboliques. On a des mécanismes similaires au niveau du pancréas, par exemple, ou sur pancréas ou modulation des sucres, modulation de la gestion de la glycémie. Et le dernier élément, il est sur l'effet psychobiotique, la relation microbiote intestin-cerveau, notamment avec la production intestinale des neurotransmetteurs type sérotonine ou GABA. On sait qu'il y a une corrélation entre la production intestinale de sérotonine et celle dans le cerveau, et on sait que du coup, en apportant ces postbiotiques, on joue sur cette relation-là. Donc ça, en tout cas, c'est l'état de l'art qui est celui d'aujourd'hui, qui au moment de la définition des postbiotiques, qui retrace un peu tous les éléments scientifiques qui justifient l'utilisation de postbiotiques. Maintenant, les avantages. Pourquoi est-ce qu'on travaille avec des postbiotiques et pourquoi chez Parinat, on a toujours choisi les postbiotiques pour intervenir sur le microbiote? Le premier point, c'est la stabilité et la facilité d'emploi, à la fois dans la fabrication et le stockage, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a stabilisé la bactérie, il n'y a plus de sensibilité à l'oxygène, il n'y a pas de baisse des germes vivants, ils ne peuvent pas mourir dans la capsule, il n'y a pas de sujet de conservation, ce qui est toujours un sujet avec les probiotiques, de savoir quelle est la part de germes vivants, notamment par exemple quand on arrive en bout de DDM, au bout de 2 ans, ou savoir quel est le devenir des bactéries à travers l'acidité gastrique. Ici, c'est stabilisé, et c'est même un peu standardisé, donc on sait exactement quelle est la quantité, on sait que ça passe l'acidité gastrique, il n'y a pas de sujet de les maintenir vivants ou de les revivifier. Deuxième point, il est sur la sécurité. C'est-à-dire qu'on n'amène pas de germes vivants, et ça va être un point hyper important d'ailleurs quand Claudia parlera du SIBO, c'est qu'il n'y a pas de réplication, il n'y a pas de translocation ni de transfert de gènes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bactéries vivantes, donc on gagne en sécurité, notamment, on verra dans le SIBO, mais aussi chez les personnes qui ont une hyperperméabilité intestinale, chez lesquelles on veut éviter d'amener des bactéries vivantes qui pourront avoir une activité qui vont provoquer le passage en circulation sanguine de LPS, ou en tout cas de marqueurs antigéniques qui peuvent déclencher des réactions immunitaires, qui est toute la problématique de la perméabilité intestinale, ce qui n'est pas le cas avec les postbiotiques parce qu'on n'a pas de germes vivants. Le troisième point, il est sur la résistance digestive, j'en ai parlé un peu avant, c'est on sait qu'ils sont naturellement résistants à l'acidité de l'estomac, aux sécrétions intestinales, parce qu'ils sont protégés par le fait qu'ils aient été stabilisés. Et ensuite, le mécanisme d'action directe. Ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'on a mis en culture les bactéries, elles ont déjà produit leurs bactériocines et leurs métabolites, et l'exemple des bactériocines, elles ont une action directe sur les microbes, c'est-à-dire qu'on a mis les bactéries en culture, elles ont produit des bactériocines qui derrière vont agir directement sur les microbes, notamment pathogènes. Il y a présence d'acides gras chaîne courte, donc c'est toute l'importance d'amener le totem. Je le disais en introduction, les postbiotiques peuvent avoir ou pas le milieu de culture. Nous, on travaille tout le temps avec le milieu de culture parce qu'on sait que les bactéries ont produit des métabolites bénéfiques et comme ça, on les apporte avec. Et le dernier point, c'est le totem. C'est plus une vision philosophique et naturelle, de se dire qu'on apporte les bactéries avec leur milieu de culture dans leur ensemble naturel. On crée un totem qu'on amène tout ensemble et on pense que c'est le tout, justement, qui apporte l'effet bénéfique.
par rapport à l'isolement d'une bactérie ou l'isolement d'une fibre. On crée comme ça une sorte d'aliment à part qui a un effet bénéfique sur la santé. Donc pour rentrer un peu plus dans le concret, on a mis là les études d'efficacité et mécanismes d'action pour bien comprendre comment est-ce qu'en stabilisant par la chaleur une bactérie et en l'amenant avec son milieu de culture, on peut avoir des effets. Et du coup, comment est-ce que ça se positionne par rapport à un probiotique ou un prébiotique, sachant que c'est une approche complémentaire. Donc chez Parinat, on a un postbiotique assez central, qui est sur ceux qui connaissent sous notre gamme LAB, que je présenterai à la fin. Elle a été isolée en 1907 par le docteur Boucard. C'est la bactérie Lactobacillus acidophilus LB, donc qui est une souche humaine qu'il a isolée et qu'il a stabilisée. Et ça a amené à la production du lactéol, mais qui est un médicament, et on utilise la même bactérie pour nos postbiotiques qu'on appelle Actif LB. Je passe assez rapidement sur les dates clés. Donc depuis, il y a eu beaucoup de recherches qu'on verra dans les slides suivants. À partir des années 78 et pendant les années 80, on verra jusqu'aux études des années 2000, qui ont montré l'activité immunostimulante, l'activité antimicrobienne, les capacités d'adhésion de ces actifs, toujours l'adhésion, et c'est ce qui a mené en 96 à la création de Parinat, et on travaille donc avec ces actifs depuis 96, donc on a beaucoup de recul dessus, beaucoup de recul clinique. Comme je disais en introduction, on travaille avec des professionnels de santé, des professionnels de soins depuis plus de 25 ans, et on a des très bons retours sur l'utilisation de ces postbiotiques. Et il a été reconnu en 2001 par le docteur Seignalais dans son livre, et on a la labellisation Kousmine depuis 2005. Donc concrètement, c'est une bactérie. Elle est gardée depuis 1907, ce Lactobacillus acidophilus LB, depuis qu'il a été identifié par le docteur Boucard. On la met en fermentation, on la thermostabilise à 40 degrés et on la lyophilise pour avoir à la fois le milieu de culture et la bactérie. Ce qui est important, c'est que la bactérie date aussi de 1907 sur ce postbiotique-là. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle n'a pas rencontré d'antibiotiques et elle n'a pas évolué depuis 1907. Donc, on amène à la fois les bactéries et le métabolite. Les avantages, je les ai présentés avant, mais sur la partie droite de mon slide, plus spécifiquement sur Lactobacillus acidophilus LB, il y a une adhésion entérocytaire qui reste active après stabilisation. On sait que la structure et les protéines de surface restent intactes, ce qui leur permet d'adhérer, et c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, ce qui permet d'amener un message immunitaire. Et elles sont apportées avec leur métabolite de fermentation, et on verra derrière, c'est certainement ce qui explique l'action directe sur certaines bactéries. On sait que il y a des bactériocides, et il y a aussi certainement d'autres métabolites très utiles pour le corps. Et si on reprend les effets, on retrouve sur ce postbiotique quasiment tous les effets qui ont été cités plus généralement sur les postbiotiques. Il y a l'effet microbiote, avec l'équilibre du microbiote, l'effet muqueuse avec le renforcement des muqueuses et la lutte contre l'hyperperméabilité intestinale. Il y a l'effet immunitaire avec la modulation de la réponse immunitaire, et on reviendra derrière sur l'homéostasie TH1, TH2, et l'effet psychobiotique avec l'axe microbiote intestin-cerveau. Donc sur l'effet muqueuse, il y a une étude qui a été faite en 2000. On voit un entérocyte où on a testé les lésions faites à des entérocytes par des salmonelles. Et après altération des entérocytes, ils ont démontré une meilleure réparation des entérocytes avec la présence des postbiotiques Actif LB, notamment par réparation du squelette protéique et du réseau d'actine. Donc, on sait que ça va améliorer la restauration de la muqueuse intestinale, ce qu'en fait un produit très intéressant pour la perméabilité intestinale, et notamment éviter le passage des LPS et les molécules pro-inflammatoires et tout ce qui est antigénique dans la circulation. Une autre étude sur justement la perméabilité intestinale, là ça a été provoqué par de l'aspirine. Donc ce sont des lésions, mais plutôt sur les jonctions serrées induites par de l'aspirine. Et on a montré que on a une réparation plus rapide et des lésions moins importantes quand c'est apporté avec des actifs LB.
On sait qu'elles jouent aussi leur rôle au niveau des jonctions serrées pour éviter la perméabilité intestinale et restaurer l'homogénéité naturelle de la muqueuse. Donc on a vraiment un produit qui intervient au niveau de la muqueuse. Et une troisième étude qui est intéressante sur les enfants et sur la trophicité de la muqueuse, c'est des enfants qui étaient intolérants au lactose suite à une infection à rotavirus, chez qui on a apporté des actifs LB sur 10 jours, à une dose de prise qui est celle qu'on propose dans nos produits, en faisant un test à l'hydrogène expiré sur le lactose pour voir si le lactose était bien digéré par les lactases, c'est-à-dire une bonne santé de la muqueuse intestinale, ou si ils étaient digérés par le microbiote du côlon et donc dégager de l'hydrogène par les poumons. Ils ont montré qu'avec juste une prise de 10 jours, en les suivant sur les 6 mois qui suivent, on a 82% de tests négatifs, donc une très bonne efficacité des actifs sur la restauration de la muqueuse, la restauration de la fonction de la muqueuse et notamment la digestion du lactose suite à une infection à rotavirus. Donc c'est des solides preuves de restauration de la muqueuse avec ces postbiotiques. Et on sait que c'est lié notamment à l'adhésion des protéines de surface à la muqueuse et à la paroi intestinale. Sur l'effet microbiote, on a une action directe. On parlait notamment des métabolites. Une action directe des bactériocides. Donc ça, c'est fait en in vitro, mettant en présence justement les postbiotiques et les bactéries. Et on voit qu'on a une réduction directe des bactéries en les mettant en contact, notamment streptocoque, salmonelle, Escherichia coli. Tout un tas de bactéries qui sont directement diminuées par la présence des postbiotiques. Et ça, on sait que c'est par la présence de bactériocides qui vont faire baisser la présence de bactéries, ce qui est assez logique, puisque les bactéries produisent des métabolites qui vont en attaquer d'autres, et là on les amène directement et on a démontré cet effet. Une autre illustration, c'est sur l'Helicobacter pylori, sur lequel on a observé qu'en les mettant en présence des postbiotiques, ils prennent une forme cocoïde, donc ils se recroquevillent, ce qui en fait les inhibe. Et on sait qu'Helicobacter pylori, donc, qui est la bactérie de l'estomac, qui pose des grosses problématiques de santé qui sont en développement d'ailleurs dans le monde, on sait que ces postbiotiques ont un effet, et c'est pareil, c'est certainement lié à la conservation des protéines de surface et certainement de bactériocines aussi. Et les actifs ont montré aussi leur activité sur la réparation des lésions sur la muqueuse gastrique, pour le coup. Aussi par cet effet d'adhésion à la muqueuse, ça les protège et ça permet de mieux la réparer, que ce soit muqueuse et mucus aussi. Donc, sur le rééquilibrage du microbiote pour positionner les postbiotiques, on utilise beaucoup les probiotiques aujourd'hui pour ce sujet. Il y a assez peu d'études au long terme sur les probiotiques, mais on a quelques pistes quand même pour se poser des questions sur l'efficacité et l'utilisation à long terme. Il y a un article, on pourra vous l'envoyer, du professeur Erin Elinav, qui montre que la prise de probiotiques après une antibiothérapie peut créer un déséquilibre du microbiote. Et ce qui est assez logique, puisqu'en amenant des antibiotiques, on a détruit certaines populations. Et le fait d'amener des probiotiques peut gêner justement le retour à cet équilibre. Et c'est pour ça que je vous parlais chez Parinat de toujours cette notion d'équilibre et de terrain. Et en introduction des microbiotes, pour parler du terrain individuel, typiquement, dans le cas d'une antibiothérapie, la volonté, ça va plutôt être d'accompagner le microbiote à retrouver son équilibre, mais son propre microbiote. Et la bactérie de l'un et pas forcément la bactérie de l'autre. Le fait d'amener plutôt des postbiotiques, en fait, vont créer un environnement qui vont éviter le développement des bactéries pathogènes, protéger les muqueuses, mais sans amener de bactéries vivantes qui pourraient gêner le rétablissement d'un équilibre qui est propre à chacun. Et le deuxième élément, et qu'on verra très certainement dans le SIBO avec Claudia, c'est la possible surproduction d'acide lactique par une surpopulation bactérienne, qui est toxique pour le cerveau et entraîne des problématiques de brouillard cérébral. C'est-à-dire que dans le SIBO, on a déjà une surpopulation bactérienne, mais on en reparlera beaucoup plus en détail avec Claudia, qui laisse penser que ramener de nouvelles bactéries vivantes n'est pas une bonne idée. D'ailleurs, cliniquement, on le voit très bien sur ces deux points, des retours de thérapeutes
chez qui les probiotiques n'ont pas donné des bons résultats dans le cadre du SIBO. Et potentiellement, suite à une antibiothérapie, où ça va mieux plutôt quand on arrête les probiotiques. Et un point sur l'effet immunitaire. Il y a une étude qui montre 2 éléments. Le premier, c'est une plus grande production d'immunoglobuline A lorsqu'on prend les actifs LB. Donc, on a une stimulation immunitaire, ce qui est assez logique parce que l'immunité est au niveau digestif. Et ça, le mécanisme d'action, c'est très certainement celui dont on parlait au début, c'est-à-dire le message immunitaire amené par les bactéries et notamment les protéines de surface. Et l'autre élément, il est sur l'équilibre, qui est le même mécanisme, qui est sur l'équilibre TH1, TH2 des lymphocytes T auxiliaires. Sauf que là, on a un rééquilibrage de l'homéostasie TH1, TH2 plutôt vers le TH1, c'est-à-dire vers la réponse plutôt aux infections et s'éloignant plus des réponses allergiques. Donc tout ça, c'était sur Lactobacillus acidophilus LB, qui est notre postbiotique principal. On en utilise d'autres. On a un Lactobacillus plantarum, un Lactobacillus reuteri, et notamment ce Lactobacillus reuteri qui a un effet sur l'Helicobacter pylori qu'on a intégré en synergie avec Lactobacillus acidophilus LB. C'est une souche spécifique qui se lie à l'Helicobacter pylori, même après thermostabilisation. Et le coagrégat des deux, en fait, inhibe l'Helicobacter pylori et crée cet agrégat qui est plus facile à éliminer. Et l'étude montre que la prise de cette bactérie thermostabilisée fait baisser la quantité d'Helicobacter pylori dans l'estomac et facilite l'excrétion. Donc aujourd'hui, les postbiotiques, c'est un sujet assez vaste, assez nouveau parce que le terme a été défini il y a 2 ans. Nous, on travaille avec depuis toujours et on cherche à développer au maximum des souches différentes parce qu'elles ont un grand intérêt dont j'ai parlé, c'est d'avoir une action directe par l'apport du milieu de culture. Le fait de ne pas amener de germes vivants qui, dans de grands, nombreux cas, et notamment on parle de perméabilité intestinale qui est très répandue, l'intérêt de ne pas amener de bactéries vivantes, ou même dans le cadre du SIBO dont on va parler Claudia. Ce qui est important de garder en tête, c'est que c'est la sélection de la souche et le process de fabrication qui font le bénéfice. C'est-à-dire qu'on voit parfois sur le marché des bactéries, on ne sait pas lesquelles c'est, on ne sait pas comment elles ont été traitées. C'est très important d'avoir l'identification de la souche, comme pour les probiotiques. Et là, je parlais de souches identifiées, sur lesquelles il y a des recherches, on est sûr de leur efficacité. Et sur le processus de fabrication, de maîtriser aussi la manière dont les bactéries ont été inanimées et comment on traite le milieu de culture, c'est-à-dire à une température, une pression spécifique qui font qu'on conserve les éléments. Disons que prendre un probiotique et le chauffer, ça n'en fait pas un postbiotique. Il faut avoir la bonne souche, le bon procédé et les bonnes études. Et nous, la manière dont on positionne les postbiotiques, c'est justement sur le terrain. On travaille beaucoup avec Lactobacillus acidophilus LB. On a vu qu'il intervenait sur le microbiote. Et donc, on a développé toute une gamme, parce que on a au fur et à mesure développé les liens entre le microbiote et cerveau, par exemple, ou tonicité générale. On verra les différents produits. Mais c'est vraiment des produits de terrain, c'est-à-dire qu'ils vont respecter le microbiote individuel de chacun sans amener de germes extérieurs. Et dans certains cas, l'alimentation est suffisante pour équilibrer, et dans certains cas, on a besoin d'accompagner le microbiote à retrouver son propre équilibre. Et c'est là tout l'intérêt des postbiotiques. Donc, on a développé toute une gamme qu'on appelle LAB pour actibiotiques. C'était avant que le terme postbiotique soit partagé par tout le monde. Et donc, si je prends un peu dans l'ordre, on a le LAB Digest qui est dédié vraiment à l'estomac. C'est là où on utilise cette synergie entre les actifs LB et le reuteri, Lactobacillus reuteri dont j'ai parlé juste avant, qui est vraiment orienté vers la lutte contre l'Helicobacter pylori et tous les désagréments qui l'amènent, et apporté avec un complexe de plantes qui favorise aussi le fonctionnement de l'estomac. Le deuxième produit vraiment phare chez nous, c'est le Symbiodor, LAB Symbiodor, qui est dédié à la perméabilité de la muqueuse intestinale, pour le coup,
avec tout ce que je vous ai expliqué avant sur le rééquilibrage du microbiote, la protection de la muqueuse, apporté avec de la biotine notamment et un peu de glutamine, donc à faible dose et apporté sous forme d'hydrolysat de protéines de riz, pour éviter les grosses doses de glutamine et les problématiques qu'elles peuvent apporter, mais en ayant quand même un peu de glutamine pour un usage local et réaccélérer quand même la réparation de la muqueuse. Troisième produit, le LAB base, qui lui est sur la partie côlon, qui va amener justement tout son effet sur le microbiote du côlon et couplé avec des plantes comme le fenouil, la cardamome pour tout ce qui est gaz, ballonnement et du charbon. Et ensuite, on a des produits plus globaux, notamment le LAB Premium, qui est vraiment très simple, qui permet d'apporter les postbiotiques avec tous les avantages dont on a parlé avant, avec vitamine B6, B9, B12, qu'on positionne sur l'immunité et qui est notamment très utilisé chez l'enfant, la femme enceinte, des choses plus simples sur lesquelles on est dans des situations, ou dans le cadre d'antibiothérapie par exemple, on est dans une situation de perturbation, de maturation de microbiote, et on accompagne le microbiote de chacun à bien se développer. Et chez l'enfant, justement, on peut le mêler à de la nourriture, c'est là tout l'avantage des probiotiques, des postbiotiques, sans la problématique de conservation des bactéries vivantes. Le LAB Connect, il est vraiment sur le lien microbiote intestin-cerveau avec à la fois une partie nerveuse et une partie neurotransmetteur. On amène le magnésium pour la partie nerveuse, le tryptophane avec les postbiotiques pour favoriser la production de sérotonine, le safran aussi pour augmenter les taux de sérotonine. On est vraiment sur la sérotonine qui derrière va aussi aider sur la mélatonine. Donc tout ce qui est dépression, sommeil. Et le Lab Catalyse, qui lui est un tonique général. On a les actifs et on amène un totem de minéraux et oligo-éléments avec l'eau de mer et l'huître et le romarin en adaptogène et tonique général. L'intérêt des actifs, c'est bien dans son ventre et bien au global, et en favorisant l'absorption de tous les minéraux et oligo-éléments qui vont favoriser un peu toutes les réactions métaboliques du corps. Donc voilà, je vais passer la main à Claudia maintenant. J'espère que vous avez bien compris les postbiotiques. On reviendra à la fin pour les questions si besoin, mais le SIBO, c'est vraiment un cas hyper intéressant d'application des postbiotiques. Voilà. Merci à tous. Merci Claudia. À toi. Merci Quentin. Maintenant que vous connaissez par cœur les postbiotiques, on peut parler du SIBO. Je me présente vite fait. Je m'appelle Claudia Vigier, je suis naturopathe practica et je travaille pour Parinat depuis bien longtemps. Voilà, je connais les produits, je les ai utilisés dans mon cabinet il y a 15 ans en arrière, donc je connais les produits non seulement sur papier, mais aussi avec une patientèle. Voilà. On va regarder un peu ce que c'est le SIBO et comment on utilise les postbiotiques dans le SIBO. Donc, le SIBO, c'est le Small Intestinal Bacterial Overgrowth, donc la pullulation bactérienne de l'intestin grêle. Ça peut être soit une augmentation du nombre de bactéries qui sont présentes dans l'intestin grêle, et ou une modification des types de bactéries qui sont présentes dans l'intestin grêle, c'est-à-dire les bactéries du côlon, qui sont des bactéries de fermentation en fait, et qui n'ont rien à voir dans l'intestin grêle, qui ont migré vers l'intestin grêle du côlon. Voilà, donc ça c'est la définition de ce mot, le SIBO. Donc on peut dire en français PBIG, mais SIBO c'est plus facile, donc on va continuer à utiliser le terme SIBO. Donc, les symptômes du SIBO sont des symptômes en général sur toutes les personnes qui ont des problèmes digestifs. On pourrait croire que ce sont les mêmes que pour tout le monde, mais il y a quand même des symptômes spécifiques au SIBO que je vais vous expliquer dans le diapo suivant. Bon, déjà, en général, vous avez des ballonnements. Donc, une distension abdominale avec ou sans passage des gaz. Et là, c'est déjà un indice. Quand on passe facilement des gaz, on ballonne, on passe des gaz, c'est généralement une fermentation, putréfaction qui se fait au niveau du côlon. Donc, les gaz n'ont pas beaucoup de chemin à faire pour sortir. Dans l'intestin grêle, quand il y a des gaz qui sont produits par des bactéries qui fermentent dans l'intestin grêle, on a des gaz qui sont un peu
plus haut, donc ils ont du mal à sortir. Donc généralement, ça se passe la nuit. Il y a aussi une partie qui est expirée par les poumons, parce qu'il y a des gaz aussi qui passent dans le sang. Et voilà, donc là, on a des gaz qui sont un peu coincés, on va dire. Il y a la modification de la fréquence des selles et de leur consistance. Donc, les thérapeutes, en général, de toute façon, on parle crûment dit caca, hein, parce qu'on doit savoir comment la personne va aux toilettes, à quelle fréquence, comment sont moulées les selles, etc. Ce sont des indices qui sont très, très importants. Donc, on a généralement soit une diarrhée, une constipation ou les deux en alternance. Il y a des douleurs intestinales, mais qui sont bien spécifiques pour le SIBO, c'est-à-dire c'est comme une barre à travers de la région du nombril. Donc, si c'est en dessous, au-dessus, c'est autre chose probablement, mais bien sûr, dans le SIBO, rien n'est simple. Donc, on a aussi des douleurs gastriques, donc ça, c'est plus haut, au niveau de l'estomac. Mais quand il y a des douleurs gastriques au niveau de l'estomac, on les sent aussi à la même hauteur, mais dans le dos. Donc, on sait que c'est l'estomac et pas l'intestin. L'intestin, on sent les douleurs sur les côtés, devant, mais pas dans le dos, en tout cas pas dans le haut du dos. Et il y a le reflux gastro-œsophagien qui se fait. Et c'est pas un reflux forcément parce qu'il y a un problème de sphincter, donc une hernie hiatale ou quelque chose comme ça, ou trop d'acidité. Non, c'est simplement la pression qui est créée par la stagnation des aliments plus bas parce qu'il y a souvent, comme je disais avant, une constipation qui accompagne tout ça. Donc, vous avez déjà quelques pistes et fréquemment associées, vous avez des difficultés de concentration, le fameux brouillard cérébral et une perte de vitalité globale, c'est-à-dire psychologiquement fragile, la personne est très motive et puis fragile. Et puis physique aussi, donc grosse fatigue, douleur articulaire, un peu les mêmes symptômes que quand on est en acidose tissulaire. Donc, après, il y a 3 symptômes qui vont vraiment permettre de différencier un SIBO d'un syndrome d'intestin irritable, par exemple. Donc, ce sont des ballonnements qui commencent rapidement après l'ingestion de nourriture le matin, même si on attend midi. Mais même le verre d'eau le matin peut déjà engendrer des problèmes digestifs, c'est-à-dire soit du reflux ou justement un ballonnement qui commence, donc même avec un verre d'eau. Ce sont des ballonnements qui deviennent de plus en plus importants dans la journée, donc parce qu'on n'arrive pas forcément à passer les gaz, ou très peu en tout cas. Et puis, l'apparition des intolérances alimentaires qui n'existaient pas avant. Donc voilà, là, il faut que la personne regarde un peu ce qu'elle mangeait avant, où elle était tolérante, et puis tout d'un coup, elle n'est plus tolérante à certains aliments, qui sont des aliments qui normalement ne vont pas, même un intestin un peu fragile, ne vont pas embêter un intestin fragile. Donc, on peut avoir une piste déjà. Après, il reste important d'effectuer les tests pour savoir si c'est un SIBO, pour être sûr et de quel SIBO il s'agit, parce que en fait, il y a 2 SIBO majeurs. Et il y en a un troisième. Oups, ça a sauté. Bon, non, ça n'a pas sauté. Pardon, c'est moi qui n'étais pas dans le bon ordre. Donc, alors, comment diagnostiquer un SIBO avec des analyses? Alors, un médecin, il peut prescrire une analyse des cultures qui sont prélevées directement dans le liquide du duodénum, mais en fait, ça se fait que quand il y a une suspicion de SIBO suite à une chirurgie. Parce que dans le protocole des chirurgies gastro-entériques, on a un protocole de surveillance du SIBO après certaines chirurgies. Et c'est que là où un médecin, quand il y a des symptômes, va faire ce genre de prélèvement. C'est quand même invasif et puis les médecins ne le font pas pour quelqu'un qui croit avoir un SIBO. Après, on peut tester par un test respiratoire. On va ingérer une solution à base de sucre, donc glucose et ou de lactulose qui sont dilués dans de l'eau et puis les gaz qui sont expirés suite à cette ingestion avant bien sûr et après l'ingestion toutes les 20 minutes pendant 2 à 3 heures dans l'idéal. Bon, il y a beaucoup de labos qui ne le font pas pendant 2 heures. 3 heures, c'est long, mais de toute façon, s'il y a un SIBO présent, on a rarement des faux négatifs. Donc, si SIBO est là, SIBO va se montrer avec ce test-là.
Donc, il y a 3 types de SIBO. Là, je présente 2 types. C'est le SIBO hydrogène en première. C'est le SIBO qui est le plus fréquent, on va dire, dans environ 60% des cas. Donc, il y a des bactéries, les streptocoques, E. coli, staphylocoque, Clostridium, Klebsiella, etc., qui vont monter, qui vont en fait se multiplier au niveau de l'intestin grêle, qui vont migrer aussi du côlon vers l'intestin grêle, là où ils n'ont rien à faire. Donc, c'est une expiration de hydrogène parce que ces bactéries-là produisent de l'hydrogène. Généralement, c'est pas vrai pour tous les cas, hein, on généralise ici. Donc, c'est la diarrhée, perte de poids, une malnutrition. La perte de poids est due à la malnutrition et aussi parce que les personnes vont se limiter dans ce qu'ils mangent parce qu'ils ont des problèmes et ils sentent que ça vient de l'intestin, donc ils vont se couper de certains aliments et surtout les féculents, donc forcément ça fait maigrir. Souvent, c'est sur des personnes où il y a un syndrome d'intestin irritable déjà diagnostiqué. Et il faut voir aussi sur des personnes qui ont pris des probiotiques après une antibiothérapie, parce qu'en fait, on peut se créer un SIBO en prenant un probiotique qui n'est pas adapté après une prise d'antibiotique. Les personnes y pensent bien faire, mais en fait, ils se créent un SIBO. Et aussi suite à une gastroentérite. Ça, c'est aussi une gastroentérite n'est jamais à prendre à la légère, même si elle passe au bout de 1 ou 2 journées. Il faut toujours vérifier, faire attention qu'il n'y a pas un SIBO qui se crée. Après, le deuxième, c'est le SIBO méthane, parce que on va avoir une expiration du méthane, parce que les archées, qui ne sont pas des bactéries, hein, ce sont des micro-organismes unicellulaires prokaryotes, donc ils sont différents des bactéries, mais ils sont présents dans notre intestin aussi, et eux, ils produisent du méthane. Donc là, on a plutôt la constipation, des problèmes de la peau, douleurs gastriques, donc des douleurs plus haut que le ventre, plus haut que le nombril, des nausées, des douleurs articulaires aussi, une anxiété élevée, une fatigue, prise de poids. Voilà. Et là, c'est environ 30% des cas. Généralement, un SIBO-méthane va se mettre sur un SIBO-hydrogène parce que les archées adorent l'hydrogène et donc ils vont se nourrir de ce gaz. Donc, après, ils vont se reproduire en grande quantité et puis ils vont causer des problèmes. Donc, souvent, on a les deux superposés. Il y a un troisième qui est le SIBO-sulfhydrogène. En fait, il est que dans 10% des cas. Il se traite pareil que les 2 autres SIBO. Là, le signe majeur, c'est des douleurs à la vessie. Parce qu'en fait, il y a le muscle détrusor, qui est le muscle responsable pour la vidange de la vessie. C'est le signal de vidange de la vessie qui est irrité par le gaz sulfhydrogène. Voilà, donc ça, c'était juste une petite parenthèse sur ce troisième SIBO, mais qui est vraiment moins fréquent. Donc, les facteurs de risque du SIBO, les personnes qui ont une hypochloridie gastrique, donc pas assez d'acide au niveau gastrique, c'est très fréquent aujourd'hui. Et malheureusement, c'est un peu les mêmes symptômes que quelqu'un qui a trop d'acidité. Et ça peut même créer une gastrite comme trop d'acidité. Donc ça, c'est la prise des IPP dans un inhibiteur de pompe à protons que les gens ils prennent maintenant comme ça, hein, c'est en vente libre dans la pharmacie, ils peuvent le prendre juste parce qu'ils ont un peu de reflux. Bon ben voilà, ils vont passer du Malox Gaviscon parce que ça les aide plus beaucoup, ils vont aller prendre des IPP. Donc hypochloridie gastrique causée par des médicaments, par l'auto-immunité aussi, certaines maladies auto-immunes, et par la présence des Helicobacter pylori. Après, il y a aussi des troubles du péristaltisme. Donc, le péristaltisme, il va faire avancer le bol fécal. Et quand le bol fécal reste dans l'intestin, il y a forcément des processus qui vont faire que les bactéries vont se multiplier et on a un déséquilibre au niveau du microbiote. Et après aussi, le complexe moto-migrant, le CMM, qui est très, très important. C'est en fait une action qui se passe en dehors des plages de digestion. C'est-à-dire généralement 4 heures avec un repas normal, pas trop lourd. On a la digestion qui est terminée. Et puis, c'est le complexe motomigrant qui va se mettre en place. Donc, les muscles des parois de l'intestin vont se contracter. C'est une contraction assez forte et très rapide, mais on ne la sent pas. Elle est très importante parce qu'elle nettoie, en fait, derrière la digestion. Derrière le processus de digestion, il y a toujours
peut y avoir des morceaux non digérés qui restent, etc. Donc, c'est un peu un coup de balayage post-digestif. Alors, si on mange entre les repas, les grignotages, ben, le grignotage va arrêter le CMM. Donc, on va arrêter le fameux nettoyage post-digestion, digestif. Donc, ben, c'est toujours une bonne idée de ne pas, déjà pour notre glycémie, mais aussi pour l'intestin, de mettre les digestifs au repos au moins 4 à 5 heures entre les repas. Voilà. Après, il y a aussi des cas de hypothyroïdie, le grignotage. Bah, je vais expliquer pourquoi. Le stress, parce que le stress va arrêter le péristaltisme, et certains médicaments qui vont aussi avoir une influence sur les mouvements de l'intestin. Après, il y a l'anatomie de l'intestin grêle, par une chirurgie, par exemple, par les diverticules ou par des anomalies congénitales. Donc ça, il faut voir avec la personne s'il a fait des recherches, des coloscopies, des choses comme ça. Après, il y a l'entérite radique et le syndrome d'intestin irritable. J'avais déjà mentionné ça. Ça, c'est vraiment aussi, ce sont deux facteurs qui favorisent un SIBO. Donc, toujours attention, posez toujours la question, est-ce que vous avez eu des problèmes digestifs avant ce SIBO, avant les symptômes du SIBO, et est-ce que vous avez pris des probiotiques ou autre chose ou des prébiotiques pour vous aider. Après, il y a des pathologies digestives tout simplement, et le stress chronique, bien sûr, avec la baisse des immunoglobulines A et la réduction, encore une fois, du CMM. Et puis, suite à une gastroentérite ou une intoxication alimentaire. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment un des facteurs majeurs, la gastroentérite et l'intoxication alimentaire. Les conséquences d'un SIBO, donc on est sur une hyperperméabilité intestinale au bout d'un moment. Ça, c'est évident parce que avec la présence de trop de bactéries et cette surpopulation, on a forcément une destruction de mucus, de la structure de la muqueuse. Après, il y a des maladies auto-immunes qui peuvent se créer parce que nous avons les jonctions serrées, donc la perméabilité sélective de l'intestin qui s'est ouverte, donc qui n'est pas fonctionnelle. Donc nous avons le passage de certains germes pathogènes, potentiellement pathogènes, de certaines grosses molécules non digérées dans la circulation générale à travers les jonctions serrées qui sont ouvertes. Donc là, on peut se créer un terrain en maladie auto-immune. Surtout s'il y a déjà des facteurs familiaux qui peuvent favoriser l'apparition d'une maladie auto-immune. Parce qu'on a des facteurs génétiques, certains gènes, mais on est d'accord que c'est l'épigénétique, donc notre façon de vivre, qui va prendre le dessus sur le génétique. Après, il y a la perte de poids, la malnutrition et les carences en certaines vitamines, surtout la B12 et le fer. La détérioration de la bile parce que voilà, les bactéries en fait vont avoir une incidence aussi sur la fonction du foie. Et puis on va avoir une malabsorption des lipides. Perte de vitalité, de joie de vivre, bien sûr, ça c'est évident. Il ne faut pas sous-estimer la détresse psycho-émotionnelle d'une personne qui a des problèmes digestifs, mais bon, pour les thérapeutes qui sont ici, je pense que ça c'est plus un secret. Et les problèmes de concentration, donc les cerveaux dans le brouillard, c'est très très fréquent avec les SIBO. Donc, les traitements vite fait en gastroentérologie, ils donnent des antibiotiques, c'est une courte durée, c'est la rifamycine. Je dois dire que généralement, ça marche bien. Il y a beaucoup de personnes qui ont un SIBO, qui prennent des antibiotiques, donc la rifamycine, et qui sont soulagées. Donc, il ne faut pas non plus dire non, jamais des antibiotiques. Dans le SIBO, ça peut avoir un effet positif. Ça n'empêche pas qu'on peut mettre en place un régime et accompagner en naturopathie. Après, il y a la supplémentation en bêta-NaCl, en acide gastrique, donc pour justement améliorer le milieu au niveau de l'estomac et l'arrêt des IPP. Des prokinétiques, donc pour la motilité intestinale. Et puis, après, il y a les interventions chirurgicales qui peuvent se faire aussi pour régler des problèmes de structure ou des
certains d'autres problèmes. Les SIBO, c'est difficile à traiter parce que les bactéries, une fois installées dans l'intestin grêle, ont bien envie de rester. Hein, c'est chouette parce que tous les nutriments arrivent avant les autres dans le côlon. Donc, c'est la fête. Et puis, les bactéries aussi, pour se défendre, vont faire un biofilm. Donc, ils vont se défendre comme fait aussi le candidat. Le fameux champignon qui va se protéger contre toute forme de traitement ou d'invasion ou élimination avec ce biofilm. Et ce biofilm est toujours présent au bout d'un moment avec un SIBO. Donc, la prise en charge se fait de façon globale. Donc, on va travailler au niveau de l'alimentation, bien sûr, restrictive au début, très restrictive au début et après un peu moins. Et la mastication. Mastication, mastication, mastication. Super important. La prise en charge de la muqueuse, donc tout ce qui est organe digestif, c'est-à-dire l'intestin, la flore, la muqueuse et le foie aussi et les autres organes digestifs. Les plantes qui vont avoir un effet antimicrobien, donc des antibiotiques naturels spécifiques, et puis favoriser le mouvement, donc le péristaltisme de l'intestin, ça se fait de plusieurs façons, et de complexes motomigrants en arrêtant les grignotages entre les repas. Le stress, c'est un des facteurs qu'il faut vraiment éliminer dans le SIBO, justement aussi pour favoriser le péristaltisme. Donc ça va ensemble. Et aussi le microbiote, bien sûr, et le foie. Parce que le stress psycho-émotionnel a un impact énorme sur tous les organes digestifs. Mais bon, ça, c'est pas nouveau pour vous. Et on va éviter des récidives à la fin d'un programme SIBO. On va équilibrer le terrain pour avoir un résultat dans la durée. Donc, la restriction alimentaire, je ne vais pas aller dans le détail de tous ces régimes, on n'a pas le temps et puis ça va être trop ennuyant pour vous. En plus, vous les connaissez. Donc, il y a les FODMAPs qui marchent très bien. C'est d'éliminer des sucres fermentescibles. C'est pas très facile à mettre en place, mais c'est efficace. C'est le régime préféré des médecins parce qu'il y a plein d'études derrière qui ont prouvé que c'est efficace pour améliorer des problèmes digestifs, tout confondu d'ailleurs. Donc, comme les médecins, ils n'ont pas beaucoup de temps de parler alimentation et tout ça, ils ont le FODMAP, ils savent que ça marche, ça a été scientifiquement prouvé, donc voilà. Mais voilà, donc c'est pas mal ça, mais c'est difficile à suivre, donc il faut réduire dans le temps, hein, il ne faut pas le faire sur le très long terme. Après, il y a le GAPS, c'est le Gut and Psychology Syndrome. Ça, c'était où c'est le docteur Natasha Campbell-McBride, qui était une Russe qui est installée en Angleterre, qui a fait en fait beaucoup d'études sur des enfants TDAH et des autistes par rapport à un régime spécifique pour les améliorer. Donc forcément, elle parle aussi du SIBO et des autres problèmes digestifs. Donc elle, c'est plus simple, c'est sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre, sans amidon, sans céréales. Voilà, donc je dis simple, mais c'est voilà, je dis ça pour faire rire parce que c'est pas très simple. Elle, c'est beaucoup de bouillon de viande, d'os, des choses comme ça, des aliments lacto-fermentés. Et voilà, donc ça aussi, c'est une piste. On peut toujours adapter, bien sûr, à la personne et à ce que la personne est capable de faire. Il y a le régime paléolithique. Donc là, on est sans céréales, produits laitiers, café, alcool, bien sûr, parce que dans le paléolithique, tout ça, ça n'existait pas. Et le cétogène, donc on va éliminer les sucres. Important, très important, quand on élimine les sucres, il faut augmenter les lipides. Alors, ce genre de régime n'est pas adapté trop au cibométhane parce que les archers vont en fait se nourrir de lipides. Donc, si on augmente les lipides, c'est pas une très bonne idée pour le cibométhane. Et puis, mais quand on élimine tous les sucres d'un régime, il est évident qu'il faut augmenter les lipides parce que les mitochondries vont en fait basculer vers l'utilisation de lipides et non de sucre pour produire de l'ATP dans notre monnaie énergétique au niveau cellulaire. Et sans ça, on va se dévitaliser très vite. Donc, c'est souvent une erreur que les gens font. Ils font le cétogène pour maigrir. Oui, ça marche très bien, mais il faut augmenter les lipides. Il ne faut pas avoir peur, on maigrit quand même. Voilà, et le jeûne, donc intermittent, 12 ou 16 heures, ça reste, je pense, la chose la plus facile à faire, mais c'est moins efficace que les autres, entre guillemets, régimes. Donc, pour faciliter, le plus facile, c'est de vraiment éliminer sur le long terme
parce que là, les restrictions alimentaires dont je viens de parler, c'est vraiment sur le court terme, 1 mois, voire 2 mois. Après, on peut faire plus longtemps si la personne est capable. Donc, les laitages de vache, le blé, les céréales raffinées, les sucres rapides, tout ce qui est raffiné de toute façon, les aliments transformés, les fritures. Ah oui, à noter aussi, les personnes qui ont la maladie de cœliaque et qui vraiment font un régime sans gluten du tout et qui continuent à avoir des problèmes digestifs, ils ont quand même, là on peut dire, ils ont un SIBO. Donc, le thérapeute voit en fonction du patient pour voir où sont ses limites, comment est sa vie, quel âge il a ou elle a, voilà, aussi financier, psycho-émotionnel, etc. Donc, on peut toujours adapter, on n'est pas obligé d'être trop drastique parce qu'il ne faut jamais sous-estimer l'effet psycho-émotionnel sur quelqu'un à qui on change son régime alimentaire. C'est vraiment, voilà. Après, ça, Quentin, il en a déjà parlé, donc c'est juste un petit rappel. On a des problèmes parfois avec des probiotiques parce qu'on peut se créer un déséquilibre sur un microbiote qui a été éliminé ou détruit en partie par des antibiotiques. On n'a pas ce problème-là avec un postbiotique. Et puis, la surproduction d'acide lactique avec une surpopulation bactérienne. Donc, ça reste difficile de choisir un bon probiotique pour traiter un SIBO. Et d'ailleurs, les personnes qui vous disent « Ah non, mais les probiotiques, j'en ai essayé, à chaque fois, ça va au début, après, ça me fait ballonner, ça m'aggrave. » Généralement, là, vous savez qu'il y a un SIBO dans les parages. Donc, on peut proposer des postbiotiques, mais aussi une alimentation riche en probiotiques, comme des aliments fermentés, le kéfir, kombucha, légumes lacto-fermentés, en petite quantité au début, parce qu'il faut s'y habituer, mais il ne faut pas avoir peur de leur donner ça, même aux personnes qui ont des candidoses, parce que les aliments lacto-fermentés ne vont pas aggraver une candidose. Ça peut aggraver des ballonnements au début, donc l'inconfort, mais sur le long terme, ça va améliorer une candidose. Donc, la prise en charge du SIBO avec les postbiotiques par INAT. Donc, je fais des tableaux pour faciliter. On a une première phase. On peut la faire pendant 2 à 5 mois. Donc, aussi 3 mois ou 4 mois. Mais ici, bon, c'est 2 mois pour quelqu'un qui a un petit SIBO, on va dire, et 5 mois pour quelqu'un qui a un gros SIBO. Toutefois, il faut savoir que les 3 produits qui sont dans ce protocole, quand on les prend sur 5 mois, c'est tous les jours les 3 produits pendant 2 mois uniquement, et ensuite 10 jours par mois les 3 mois suivants. Donc, ça allège le budget, donc c'est pas 5 mois pleins, mais c'est 3 mois pleins en gros pour ce protocole. Donc, on va prendre en charge la dysbiose, le biofilm aussi, et le côté infectieux. Donc, on va rajouter un produit qui va couvrir le côté un peu antimicrobienne. Donc, on a le LAB base. Pour rappel, le LAB base, c'est à base de charbon, actif LB, bien sûr, notre postbiotique, cardamome et phénoïde. Donc là, on est sur quelque chose qui va vraiment agir au début au niveau du côlon. Il y a l'allium Q10, donc on a la lysine dedans. Ici, il y a la Q10 aussi, la coenzyme Q10, parce que la lysine est aussi bon pour le cardiovasculaire. Donc, ce produit couvre l'axe cardiovasculaire dans le syndrome métabolique, mais aussi l'axe intestin au niveau des dysbioses. Donc, la lysine et la Vita K2. Donc, c'est la vitamine K2 issue de la fermentation du soja, donc le natto. Et nous avons dedans le nattokinase qui va en fait aider à casser le biofilm. Et ça, c'est très important dans un SIBO d'avoir aussi un produit qui travaille au niveau du biofilm. Donc, pour les personnes qui sont allergiques à l'ail, donc à la lysine, et qui ne supportent pas l'ail, qui ont une vraie intolérance, une allergie, là, on propose un deuxième protocole, donc c'est le LAB base plus extrait de pépins de pamplemousse, donc pour remplacer l'allium Q10. Donc là, on a ici une action antimicrobienne et la Vita K2 comme dans le premier protocole. Donc, et même en même temps, bien sûr, l'hygiène de vie, l'alimentation restrictive, mais limitée dans le temps, bien mâcher la nourriture, réduire le stress au maximum et avoir une activité physique régulière comme le yoga, des choses comme ça. Après la phase 2,
Cette phase-là, soit on la fait au bout de 2, 3, 4 ou 5 mois, ou non, à vous de voir hein, avec le patient. Et là, on est sur 2 à 3 mois ensuite. Et là, on est plus dans l'intestin grêle, donc avec la prise en charge de la muqueuse intestinale et bien sûr aussi le microbiote pour limiter la présence des bactéries qui n'ont rien à faire dans l'intestin grêle. Donc ça marche avec le Symbiodor, notre produit phare, on peut dire. Donc, et la vitamine D3, parce que la vitamine D3 va avoir une action au niveau des jonctions serrées. Ça va aider aux protéines claudines qui sont responsables pour resserrer les jonctions serrées, donc sur un intestin hyperperméable, de mieux faire leur travail. Et puis le Symbiodor, donc riche en postbiotiques, on a des vitamines B dedans, on a la pectine de pomme et de l'argile, et surtout, on a un hydrolysat de protéines de riz qui est riche en glutamine. Donc, dans le Symbiodor, il faut savoir, il n'y a pas de glutamine. Il y a un hydrolysat de glutamine. Et pourquoi? Parce que sur des personnes qui ont des problèmes de cancer digestif dans le passé, qui n'ont jamais fait une coloscopie, qui ont peut-être des polypes, ils ne le savent pas, ou qui ont des cancers digestifs dans la famille tout simplement, l'utilisation hautement dosée de L-glutamine peut s'avérer dangereuse parce que la L-glutamine va stimuler le renouvellement cellulaire au niveau des entérocytes. Et donc, c'est un processus qui a proscrit sur certains terrains. Donc, dans le Symbiodor, nous n'avons que 50 mg de hydrolysat de glutamine, en fait, comment dire, c'est un hydrolysat de protéines de riz riche en glutamine. Donc 50 mg pour 2 gélules, qui est le dosage journalier, et puis sous forme d'hydrolysat. Donc on n'a pas de danger d'accélérer trop rapidement ce renouvellement cellulaire. J'arrive jamais à le dire, pardon. Voilà, donc ça c'est important de savoir. Donc c'est un produit qu'on peut utiliser en toute sécurité chez les personnes qui sont en chimiothérapie, qui ont des antécédents de cancer digestif ou qui ont des maladies auto-immunes également. Voilà. Et après, il y a le protocole D. Donc, on peut rajouter la vitamine D3, bien sûr, à ce protocole aussi. Là, on va combiner Symbiodor et citrate gentiane. La gentiane, c'est une plante qui va agir au niveau des sucs digestifs de l'estomac. Et puis, les citrates vont tamponner les acides. Donc là, on parle de l'acidose. Donc, quand il y a une acidose qui accompagne le SIBO, vous pouvez tout à fait donner ce protocole. Et rien n'empêche que vous donnez la vitamine D3 en plus. Après, on a les autres produits qui vont accompagner ces protocoles-là selon le tableau et les terrains de votre consultant. Donc, s'il faut stimuler l'acidité gastrique parce qu'il y a l'hypochloridie, vous pouvez donner le chaperon. Dans le chaperon, vous avez la bêta-NTMG. Et puis, bon, ça va. Le chaperon, il s'appelle le chaperon parce qu'on va stimuler les protéines chaperon au niveau cellulaire. Mais il contient aussi la bêta-NTMG, ce qui va stimuler l'acidité gastrique dans une hypochloridie. Donc après, on va aussi combler les carences qui se sont produites à cause du SIBO. Donc, il y a par exemple un apport en vitamine B, du fer, de l'iode, un peu les actifs LB, avec du magnésium aussi, avec le Vegavital, qui est un produit pour végétariens, végétaliens, mais aussi pour femmes enceintes. La prise est simple, le produit une super qualité pour un super prix. On est à 32 € pour 3 mois. On prend une gélule par jour. Donc, c'est un produit que j'aime beaucoup. Il y a le OptiMagnésium. Un apport en magnésium est toujours important, bien sûr. Et il y a la vitamine D3 végétale, dont j'ai déjà parlé. Après, pour la prise en charge du stress, on a un produit qui s'appelle le Calme. C'est la mélisse et le safran combinés dans les ampoules sur une base aqueuse, et c'est une qualité bio. Donc, mélisse et safran, on va parler sérotonine, et bien sûr l'optimagnésium aussi. Mais aussi, pour le stress, il y a un autre produit qui s'appelle le Montium. Et là, on est sur les gens qui ont des brouillards cérébrales ou qui ont un stress élevé parce qu'il y a un surménage intellectuel qui peut se faire justement en présence d'un SIBO parce qu'on va titiller le système nerveux avec des toxines qui vont être libérées au niveau intestinal, qui vont monter au niveau du cerveau avec les SIBO. Donc le Montium, là on parle du GABA et on va vraiment calmer avec la L-théanine, le Bacopa et puis les actifs LB.
Et puis, ici, il y a un problème de transit. On va moduler le transit avec un protocole qui s'appelle protocole T. Deux produits, anis, fenouil, figue et un produit qui est LAB4 qui va stimuler, qui va être cholérétique en fait. Et là, on est sur des terrains plutôt constipés, même les terrains constipés depuis très longtemps. Donc voilà. Donc ça, c'est les produits là en image. Ça, c'est pour compléter les deux autres protocoles qui se font en deux phases, donc phase 1 et phase 2. Et on peut compléter selon les besoins de votre consultant avec les autres produits que vous pouvez découvrir dans notre catalogue. Je vous invite aussi à regarder notre site et vous inscrire au niveau de notre site. Alors, pour résumer, les idées reçues, les SIBO n'est pas toujours à la base de tous les problèmes digestifs. Il faut regarder si c'est vraiment un SIBO ou pas. Même si la prise en charge du SIBO peut être la prise en charge aussi sur un syndrome d'intestin irritable, bien sûr. Les mauvaises habitudes alimentaires ne sont pas la cause d'un SIBO. Non, non, voilà, il y a des gens qui mangent très mal, qui ne vont jamais se faire un SIBO. Les probiotiques sont adaptés pour un SIBO? Non. Ici, clairement pas, sur ces profils-là. Et les antibiotiques seuls peuvent éliminer un SIBO? Non, non plus. Il y a des résultats, mais il faut quand même accompagner la personne, même s'il prend les antibiotiques pour le SIBO. La réalité, c'est vraiment qu'on a des causes multifactorielles, mais les thérapeutes que vous êtes, vous connaissez ça et vous êtes formés pour ça. Le test respiratoire est intéressant et important. La diète, bien sûr. Les postbiotiques, vous pouvez les utiliser sans danger, sans même réfléchir sur un SIBO. Et on a des substances antimicrobiennes qui peuvent accompagner et qui peuvent être des antibiotiques naturels dans le cas d'un SIBO. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que quand il faut prendre des antibiotiques pour une angine, par exemple, qu'on peut remplacer par les plantes. Non, dans aucun cas, parce que ça peut être dangereux. Mais voilà, on va rester dans le cadre. Voilà, donc moi j'ai terminé. Je ne sais pas si j'ai pris tout le temps ou pas, mais bon, il fallait dire tout ça. Donc, vous pouvez poser des questions. Juste une minute, avant de passer aux questions, je vais présenter un petit peu la plateforme Simplicure. Je vous laisse tous deux regarder un petit peu les questions, Claudia, si vous voulez regarder un peu dans la rubrique questions. Vous pouvez tous les participants, vous pouvez toujours voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes, mais je pense qu'on essaiera de passer sur un maximum de toute façon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Simplicure, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir faire des recommandations de compléments alimentaires à vos consultants, à vos patients. C'est une plateforme qui va simplifier pour vous le fait de faire des recommandations et pour vos patients, c'est plus simple au niveau de l'achat. Et donc, je vous montre très rapidement comment ça fonctionne. Hop, je partage mon écran. Donc ici, on arrive sur l'interface Simplicure. Pour créer une recommandation, bien vous allez cliquer sur Créer. La première étape, ce sera toujours de sélectionner le client à qui vous souhaitez l'envoyer. Et après, vous allez pouvoir accéder à un large choix de compléments alimentaires puisque vous avez presque 800 références. Il y a une quarantaine de laboratoires disponibles sur la plateforme. On va bien sûr retrouver les produits Parinat. Donc, vous pouvez filtrer par laboratoire si vous les retrouvez, notamment les produits LAB dont on a parlé aujourd'hui. Si vous cliquez sur les vignettes, vous avez toujours accès à une fiche produit avec les formulations, les conseils d'utilisation. Vous avez des fiches aussi avec plus de documents en bas à chaque fois si ça vous intéresse. Vous ajoutez le produit à la recommandation pour votre client. Vous ajoutez comme ceci différents produits si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir après changer tout ce qui est instruction de prix, c'est-à-dire personnaliser les posologies, les petits conseils pour le consultant. Et après, une fois que tout est bon, vous cliquez tout simplement sur Envoyer. Dès que vous avez cliqué sur Envoyer, votre consultant reçoit bien sa recommandation par mail. Donc, s'il clique sur le lien dans son mail, il arrive sur cette page et lui, il n'a plus qu'à procéder en fait au paiement et recevoir ses différents produits chez lui, donc sous 3 jours. Donc, très simple pour vous et très simple pour le consultant, comme on vient de le voir. Je vous invite à vous inscrire si vous n'êtes pas déjà inscrit sur la plateforme. C'est entièrement gratuit. Et comme je l'ai dit, il y a une quarantaine de laboratoires disponibles. Et donc, vous pouvez faire des recommandations de manière très simple des différents labos. Aussi, vous avez sur la plateforme, j'ai vu pas mal de questions par rapport au replay. Vous avez toujours accès au replay des différents webinaires. On propose beaucoup de formations avec les différents laboratoires et notamment la semaine prochaine, 3 invitations. Donc, un premier webinaire avec Herbe et Tradition,
un second avec Deva et ensuite on vous présentera le laboratoire Pianto où on discutera un petit peu de l'intérêt des aliments fermentés. On va sans plus attendre passer aux questions. Hop, je vais regarder un petit peu. Hop. Alors, oui. Alors, je les prends comme je les vois. Ben, en fait, vous pouvez les trier par celles qui ont eu le plus de votes. Mais si vous voulez, je vous les pose sinon. Moi, je les ai triées par pertinence, du coup, on va dire. Allez-y. Ça va? Alors, Allez-y. y a-t-il un danger de donner des postbiotiques pour une suspicion de SIBO et que finalement, ben, ce n'est pas un SIBO? Ah non, pas du tout. Parce que les postbiotiques, en fait, il y a plein de personnes qui le prennent en prévention, un changement de saison, par exemple, ou juste pour entretenir un microbiote et une muqueuse en forme. Donc, non, non, dans aucun cas. Parce que les postbiotiques, on peut les prendre dans une baisse d'immunité générale. Elles vont aider, mais aussi au niveau de tous les problèmes digestifs confondus. Donc, il n'y a pas de risque du tout. Ok. Est-ce qu'il y a des contre-indications pour les postbiotiques? Est-ce qu'il y a des aliments contre-indiqués, par exemple, quand on en consomme? Non, aucune. Non. Ok. On peut même les prendre en même temps que les aliments. Ok. Alors, lorsque vu des symptômes variés, on a l'impression qu'on aurait besoin de plusieurs types de postbiotiques. Recommandez-vous de faire des cures l'une à la suite de l'autre, de les cumuler? Quels sont les risques d'utiliser plusieurs postbiotiques à moyen et long terme? C'est une longue question. Alors, dans les postbiotiques, il n'y a jamais de risque. Après, moi, je dirais un seul postbiotique suffit. C'est le nôtre, mais c'est la vérité. Hein, c'est pas pour. Mais parce que les Lactobacillus acidophilus LB est présent comme postbiotique depuis 1907, donc depuis la création du fameux médicament Lactéol. Et aujourd'hui, c'est Parinet qui utilise cette souche. Donc, cette souche toute seule, déjà, elle va avoir une action au niveau de la muqueuse. Elle va avoir une action au niveau de l'immunité, au niveau donc des IgA intestinales. Après, une action au niveau du microbiote, donc un effet barrière sur certains germes pathogènes. Elle est très complète. C'est une souche qui vraiment couvre plusieurs axes et c'est vraiment celle qui est le plus adaptée. Après, on peut rajouter, comme chez nous, on a rajouté le Reuteri à la souche LB pour l'Helicobacter pylori au niveau de l'estomac. Mais la souche toute seule aussi, sans le Reuteri, marche très bien. Mais c'est justement la différence, ce que je disais avec les probiotiques, où on ne va pas chercher une bactérie qui a un effet bénéfique directement. Comme en fait, on apporte un élément qui va viser à rééquilibrer le microbiome dans sa totalité, on a un effet beaucoup plus global. Et c'est pour ça qu'on ne cherche pas une bactérie pour un effet, mais bien un effet total de rééquilibrage du microbiote qui aura des effets très variés. Ok. Le postbiotique n'est pas une fleur de substitution comme peut être un probiotique. On va apporter des germes, enfin, la notion de réensemencement, il faut oublier hein, de toute façon. On sait aujourd'hui que ce n'est pas possible avec un probiotique. Un probiotique reste dans l'intestin le temps qu'on le prend. Après, ça ne va pas changer la composition de votre microbiote sur le long terme. Donc, c'est une fleur de substitution à un moment donné. Qu'un postbiotique, c'est quelque chose qui va avoir un effet pour équilibrer notre microbiote naturellement avec un équilibre naturel en repoussant certains germes potentiellement pathogènes et sans déranger, on va dire, le microbiote, ça profite, le microbiote qui est favorable à notre santé intestinale. Ok. Bon, du coup, là, on y a un peu répondu. Donc, en bref, il vaut mieux donner directement des postbiotiques au lieu des probiotiques pour une personne qui aurait une hyperperméabilité intestinale. Oui, parce qu'un probiotique ne va pas s'occuper de la muqueuse. Un probiotique va arriver, ce sont des germes qui vont arriver, qui vont adhérer à la muqueuse, mais ils ne vont pas engendrer une réparation, une régénération de la muqueuse. Est-ce que vous pouvez nous citer certaines plantes qui sont antimicrobiennes naturelles? Est-ce que vous en préconisez certaines? Oui, il y a l'olivier, par exemple, feuille d'olivier, il y a la sarriette, il y a l'hysope, propolis, c'est pas une plante, mais ça aussi. D'ailleurs, on a un produit que je n'ai pas mentionné ici, ça s'appelle Endonate,
Et le ondonate, en fait, c'est à base de ces plantes antimicrobiennes qui va avoir une action au niveau pulmonaire, mais aussi au niveau de l'intestin, du microbiote. Donc, dans les cas de gastroentérite et tout ça, on peut utiliser le ondonate. Ces plantes sont antimicrobiennes, voilà. Bon, on a déjà parlé plusieurs fois des contre-indications, etc. Mais est-ce que tous les traitements dont on a discuté aujourd'hui sont compatibles avec des maladies de la thyroïde, pardon, hypo, hyper ou ablation de la thyroïde? Pas de contre-indication ici non plus. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, il n'y a pas de contre-indication du tout au niveau de la thyroïde. Ni des maladies auto-immunes, ni des traitements chimio, des choses comme ça. C'est vraiment compatible avec tout. Comment est-ce qu'on pourrait différencier, reconnaître une gastrite d'un SIBO? Sur certains symptômes, peut-être. Alors, une gastrite, c'est une inflammation de la muqueuse de l'estomac. Une gastrite, on a toujours une douleur dans le dos, à hauteur du sternum, en fait. C'est le sternum qui, généralement, c'est ce petit creux, hein, juste après le sternum, qui, en dessous, qui va avoir engendré des douleurs à estomac vide. Douleur estomac vide, améliorée par la prise de nourriture, que dans un SIBO, la prise de nourriture va plutôt aggraver la personne. Voilà. Donc, quand on a des douleurs au niveau, dans le haut du ventre et dans le dos et en plus à l'estomac vide, bah, c'est une gastrite. Sinon, bah, c'est un SIBO. Ok. La pectine de la pomme dans le Symbiodor ne pose-t-elle pas de problème en cas de SIBO? Non, il y a très peu. Et elle n'aggrave pas des ballonnements et des choses comme ça. Même sur les gens qui sont très 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 sensibles, vous pouvez le donner sans problème. Après, il y a certaines questions qui se rejoignent un petit peu. Bon. Pour les animaux, oui, je vois une question pour les animaux. J'ai des personnes qui donnent le lab premium à leurs animaux ou le Symbiodor, oui. Aux chiens et aux chats aussi. En cas de profil FUT2 non sécréteur de mucus, est-ce que l'ajout de postbiotiques pourrait être utile? Oui. Ouais, aussi. Oui, parce que le mucus, c'est un protecteur. Donc, on va quand même avoir une adhésion des actifs LB au niveau de la muqueuse et elle va protéger parce que le mucus va repousser aussi certaines germes potentiellement pathogènes. Et tout à l'heure, vous allez voir quand vous allez recevoir le replay, vous allez voir cette étude qui a été faite sur des personnes où il y avait des germes potentiellement pathogènes qui ont été réduits drastiquement par la présence des actifs LB. Et donc là, on va protéger, en fait, on va pallier un peu l'absence du mucus dans la protection du microbiote. Ok. Et est-ce que la présence de charbon dans le LAB base le rend contre-indiqué sur un terrain constipé? Non, parce que le LAB base, avec les actifs LB, justement la combinaison des plantes et les actifs LB, on a des personnes qui sont constipées, qui prennent le LAB base et voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Et il y a très peu aussi. Ouais, ce que j'allais dire, la quantité est limitée suffisamment pour être efficace à 90 mg sans créer des problèmes de constipation. Ok. Ouais. Mais je vois que Quentin avait répondu à quelques questions directement dans le chat aussi. Ouais, comme c'était le chat, je me suis dit que tu le voir, donc j'ai répondu. Non, c'est parfait. C'est parfait. Mais je pense qu'on a fait un petit peu le tour, parce qu'après, dans la rubrique des questions, c'est des questions qui se rejoignent un petit peu toujours sur les contre-indications. Mais bon, on a vu qu'il n'y en avait pas. Je ne sais pas si vous voulez terminer par un petit mot, l'un ou l'autre. Bah ouais, nous, Oui, on vous juste, incite il à y avait essayer encore de... Ah, vas-y, s'il y avait une autre question. Non, mais... Non, moi, c'était non, la il y avait une conclusion. question sur le fait de la prise des postbiotiques après une antibiothérapie. Oui, absolument. Il faut les prendre après une antibiothérapie. Et pas seulement, mais on peut les prendre aussi avec un SIBO, d'autres problèmes digestifs. Mais après une antibiothérapie, on va préparer le terrain au retour naturel du microbiote. Et ça, c'est très important pour ne pas se créer un déséquilibre suite à une antibiothérapie. Voilà.
Ça, c'était mon dernier mot. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été si patient. Et voilà. Merci à vous surtout pour toutes ces informations, Claudia. Tout était très clair. Hein. Merci. J'ai vu des questions par rapport au replay, mais aussi par rapport à la présentation. Vous aurez de toute façon les slides après pour y revenir, pour vous poser un peu sur les informations qui ont été transmises. Pas de souci là-dessus. Merci vraiment à vous deux pour votre présentation aujourd'hui. Et merci à tous d'avoir été présents. Avec grand plaisir, toujours un grand plaisir. Merci Solène, merci à tous. À bientôt. Bon après-midi à tous. Au revoir. Merci Solène. Ciao tout le monde.